Bonjour et bienvenue sur le podcast 360. Aujourd'hui, on reçoit Mamenda Tibadiane qui est coach en guérison du vaginisme et auteur du livre Je guéris du vaginisme. Mam, on te laisse te présenter. Mhm. Bonjour à toutes et à tous, à toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Avant de me présenter, je tenais à vous remercier, Rabi et toute l'équipe du podcast pour votre invitation. Je suis vraiment honorée et très heureuse d'être là. Et bravo pour ce que vous faites, pour ce travail magnifique, parce que je sais que derrière un podcast, il y a tout un travail qu'on ne voit C'est pas. vrai. Donc, c'est super important de le rappeler parce que moi-même, je suis créatrice de contenu et je sais que c'est beaucoup de travail, mais quand on est passionné, on le fait avec grand plaisir. Alors, pour me présenter brièvement, donc moi, je m'appelle Mam Danti Badiane, j'ai 35 ans. J'habite dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, Tarbes, vraiment dans cette zone-là, au pied des montagnes, parce que j'adore les montagnes. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Abdoulaye, qui a 6 ans, et je suis en couple actuellement. Je suis thérapeute, coach, je suis entrepreneur aussi. J'ai créé une méthode d'accompagnement en guérison du vaginisme il y a maintenant ça 5 ans, dont la mission, c'est vraiment d'aider ces femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir. Je travaille avec d'autres femmes qui sont vraiment, c'est vraiment des femmes magiques parce qu'elles soutiennent l'activité, parce que sans elles, en fait, elles permettent de faire rayonner mon travail, que ce soit ma community manager, mon assistante, les femmes coachs que j'ai formées à ma méthode qui délivrent la méthode. Je le précise toujours parce que quand on me voit, on pense il y a que moi, mais en fait, il y a toute une équipe derrière. Et je suis hyper reconnaissante de travailler avec elles et surtout de contribuer à cette belle mission. Et comme tu l'as dit, je suis également auteure. J'ai écrit il y a 9 mois maintenant, au mois de mars de l'année dernière, un livre qui est un guide pratique sur la guérison du vaginisme que vous pouvez retrouver partout sur Amazon, sur la Fnac, qui s'appelle Je guéris du vaginisme. C'est parti, c'est aux éditions Jouvence. Voilà. Et super. En tout cas, une présentation bien synthétique, bien précise. Et qu'est-ce qui t'a conduit à devenir coach en vaginisme? Alors, en fait, moi-même, j'ai souffert de vaginisme en 2014. Je vais faire un très court résumé de cette partie-là de mon histoire qui m'a conduit à ce métier. Et je pense que si je n'avais pas souffert de vaginisme, je n'aurais pas fait ce que je fais là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment mon histoire. Parce qu'en fait, en 2014, je me suis mariée et je découvre mon vaginisme. Et c'était une période de ma vie très difficile où je me posais beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et je n'avais personne autour de moi avec qui en parler. Et surtout, j'en avais honte. Même à ma propre mère, je ne lui en parlais pas, ni même à mes sœurs et même les amis que j'avais à l'époque, j'en parlais pas parce que j'avais l'impression que personne n'allait me comprendre. Et j'avais vraiment honte d'avoir ce problème. Donc, je l'ai gardé pendant plusieurs mois en moi sans forcément le partager. Et pendant cette période, j'allais voir des sexologues, des gynécos, des professionnels de santé pour m'aider. Et malheureusement, après chaque séance, j'étais vraiment déçue parce que je me rendais compte que ces personnes ne me comprenaient pas et que limite, j'étais une extraterrestre. Et à chaque fois, je rentrais à la maison déçue, déprimée en me disant j'allais rester comme ça et qu'il n'y avait pas de solution pour moi et que personne n'allait pouvoir m'aider. J'avais même remis en cause ma capacité de devenir maman un jour. Et c'était une période de ma vie vraiment très difficile. Mais par la grâce de Dieu et toutes les personnes qui étaient sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des belles âmes, comme je les appelle, qui ont pu m'aider et j'ai continué le chemin par la suite. Et sur ce chemin, j'ai appris tellement de choses. En fait, c'est une épreuve qui m'a tellement fait grandir, qui m'a permis de connecter avec tellement de choses sur moi, que quand j'ai réussi à guérir quasiment 2 ans après, je me suis dit, waouh, mais ce que je viens de vivre, c'était tellement intense, mais en même temps tellement riche. Je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça aux femmes qui vivent la même chose pour les aider à gagner du temps
et surtout leur permettre de guérir sans passer par toutes les phases euh, dans lesquelles j'étais passée. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de servir, de me sentir utile pour ces femmes, parce que comme je savais de quoi elles souffraient, j'étais passée par là, je me suis dit, mais il faut absolument les aider. Donc, j'étais vraiment animée par ce désir d'être au service, d'aider les autres, de leur permettre de guérir. Et c'est là où la méthode elle est née et j'ai décidé de me spécialiser dans la guérison du vaginisme. Est-ce que vous m'entendez? Oui, C'est oui, on super t'entend, noble. c'est super. Oui, on t'entend très bien, c'est très noble. Moi, ça me pousse à poser la question parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous donner une définition? Qu'est-ce que c'est que le vaginisme, les symptômes et tout, Mhm. pour vraiment qu'on puisse mieux comprendre parce que on en entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Exactement. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est encore très tabou. Donc, concrètement, le vaginisme, c'est un trouble sexuel féminin. Donc, moi, j'aime bien parler de trouble sexuel et pas de maladie. C'est vrai que depuis le début, j'accroche pas avec le terme maladie. Donc, je dis que c'est un trouble sexuel féminin. Donc, c'est un dysfonctionnement qui se caractérise par la contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, donc le périnée, qui se contractent tellement fort et c'est ça qui rend la pénétration, donc les rapports sexuels avec pénétration, douloureuse, voire même impossible. Il faut savoir qu'il y a deux types de vaginisme. Donc, il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Donc, le vaginisme primaire, c'est celui qu'on découvre au tout début de sa vie sexuelle. Donc, les premières fois où on est amené à faire l'amour avec un partenaire, un conjoint, et qu'on constate que c'est comme s'il y a un mur en fait à l'entrée du vagin, donc les rapports sont impossibles. Donc, chez certaines femmes, il y a impossibilité d'insérer quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien qui rentre, même un coton-tige ne rentre pas. Et chez d'autres femmes, les rapports peuvent être possibles, mais vraiment très, très douloureux. Et là, on parle de vaginisme partiel. Et il faut vraiment le voir comme un dysfonctionnement qui crée un blocage au moment des rapports sexuels. Donc, il y a énormément de femmes qui en souffrent. Il y a une femme sur 100 qui est concernée. Mais comme on n'en parle pas, donc il y a plein de femmes qui le vivent sans pour autant savoir que ça s'appelle du vaginisme. Et c'est pour ça que je trouve super important de le redéfinir, parce qu'en donnant la définition à certaines femmes qui se disent, mais c'est de ça dont je souffre en fait. Sauf que comme personne leur en a jamais parlé, elles-mêmes, elles n'ont pas su mettre un nom sur ça. Mais c'est vraiment un trouble qui touche beaucoup de femmes. Est-ce que c'est plus clair? Oui, Oui, moi, c'est net, c'est clair. Non, non, vas-y, vas-y. J'avais déjà je posé voulais la dire, en question. fait, pendant toute cette période de ta vie où tu as souffert du vaginisme, euh, comment était la communication avec ton conjoint? Mmh, Parce que pour ce type de trouble, mmh. il y a aussi quelqu'un qui a impacté. Oui. Donc, comment se passait la communication avec ton conjoint? Parce que moi, je trouve que au-delà même de la douleur que la personne elle ressent, de l'incompréhension, il y a Mmh. aussi la culpabilité. Oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement, le vaginisme ne concerne pas que la femme, c'est aussi le couple qui est concerné. Donc moi, dans mon cas, mon ex-mari, mais on ne s'est pas séparés que à cause du vaginisme, c'est important de le préciser parce qu'on n'est plus ensemble. Mais c'était, en tout cas, notre divorce n'a pas été, l'origine, c'était pas le vaginisme. À l'époque, lui, il savait pas de quoi il s'agissait. Je me rappelle les premières fois quand je lui ai parlé de vaginisme, il m'a dit, mais arrête de te créer des problèmes que tu n'as pas, mais c'est pas ça. Parce que lui-même, en fait, il était, ce que je dis aux femmes que j'accompagne, il était lui-même déstabilisé, en fait, par ce qui nous arrivait, parce qu'il ne pensait pas que c'était possible de vouloir faire l'amour avec sa femme et de ne pas y arriver. Donc, pour l'homme aussi, c'est très compliqué parce qu'il se sent impuissant, il se sent même, il a l'impression que on le rejette. Il y a certains hommes qui vont même penser que c'est de leur faute ou parce qu'ils ne plaisent pas assez à leur femme. Donc, c'était pas facile dans la communication parce que euh, lui, en plus, comme il ne savait pas ce qu'était le vaginisme, donc c'était compliqué pour lui même de croire que j'avais un vrai problème. Au début, il pensait que c'était des caprices ou juste une peur exagérée.
Et moi, ça ne m'aidait pas du tout. Vous vous doutez quand il me dit, oui, même les filles de 16 ans le font, toi, tu as 26 ans. Et voilà, moi, ça ne m'aidait pas du tout. Mais pour lui, pendant des mois, il n'arrivait pas à accepter que j'avais un problème. Et je le voyais que, en fait, c'est plus la sensation que j'avais un problème qui le mettait mal à l'aise. Donc, il faisait tout pour ne pas que j'intègre ça. Sauf que moi, au fond de moi, je savais que j'avais un problème. Donc ça, c'était les premiers mois. Et après, quand moi, j'ai décidé de prendre les choses en main, d'aller me faire aider, de trouver des solutions, et avec le temps qui passe, il voyait bien que c'était au-delà d'une caprice ou d'une peur. Il voyait qu'il y avait vraiment un problème. Donc moi, je lui ai expliqué que voilà, ça s'appelle vaginisme, il faut que je me fasse aider, je vais trouver des solutions, il faut que je trouve des solutions pour sortir de là. Donc, il y a un moment où il m'a dit, écoute, si tu penses vraiment que c'est un problème, bah, vas-y, quoi, trouve des solutions. Mais moi, je suis sûre que c'est juste que tu as peur. Donc, c'est très difficile quand tu as la personne avec qui tu vis qui a l'impression de même pas comprendre ce que tu vis. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc, vraiment, après, moi, le temps a passé, j'ai pris les choses en main, je me suis fait aider. Puis, j'étais quelqu'un de déterminé, de vraiment tenace. Je voulais m'en sortir. Mais c'est vrai que mon ex-mari, il ne comprenait pas. Et en plus, je ne pouvais même pas lui en vouloir parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Je lui ai fait voir quelques articles qui en parlaient, mais je pense qu'il était lui-même dans le déni de ce qui se passait. Et par la suite, je pense qu'il a accepté que c'était un problème. Alors, il m'a soutenue parce que pendant toute cette période-là, franchement, il a été hyper soutenant parce qu'il y a des hommes qui peuvent se séparer ou abandonner leur femme à cause de ça. Lui, c'était pas ça le problème. Il savait très bien que ça n'allait pas être un motif de rupture ou de séparation, mais quand bien même, j'ai pas eu l'impression aussi d'avoir été hyper soutenue dans cette période-là de ma vie. Mais avec le recul, je me suis mis à sa place et je me suis dit, pour lui aussi, c'était un drame ce qui nous arrivait. Et lui n'osait pas en parler aussi autour de lui. Donc, on était tous les deux concernés et on en parlait. Des fois, ça créait des conflits, de la frustration. On se disputait beaucoup à cause de ça. Donc, c'était vraiment une période assez compliquée. Voilà. D'accord. Et je ne l'ai peut-être pas précisé au début, mais je pense que c'est un détail qui est important. Du coup, si je ne me trompe pas, tu es d'origine sénégalaise. C'est ça. C'est ça. Et on connaît un peu la culture en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, où la société, elle est principalement musulmane, et qu'on nous dit qu'une femme, elle ne doit pas se refuser à son mari, elle doit être disponible. Est-ce que toi, tu as vécu ce poids-là? Bien sûr que je l'ai vécu. Et puis moi, il y avait plein de peurs. Il y avait la culpabilité, mais j'avais aussi peur qu'il aille voir ailleurs. Je me rappelle, en plus, là, j'ai écrit un texte pour la Saint-Valentin, justement pour ma communauté. Mais je sais que quand j'avais du vaginisme, quand la Saint-Valentin approchait, c'était vraiment le stress, quoi, le gros stress, parce que je me disais, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Moi, en fait, je culpabilisais de le priver de quelque chose parce que j'avais tout le temps l'impression que à cause de mon blocage, lui, il ne pouvait pas vivre pleinement sa sexualité en tant qu'homme. Et j'avais peur aussi, par exemple, que sa famille soit au courant. Voilà, moi, c'était aussi quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à personne, parce que même ma propre mère, quand je lui en ai parlé bien plus tard, genre 9 mois après, elle s'inquiétait plus pour mon mari que pour moi. Et là, on voit vraiment, comme tu dis, c'est vraiment voilà, la culture sénégalaise où là, bah, la femme, comme tu dis, doit satisfaire son mari, doit être une vraie femme. Et en plus, en ce moment-là, moi, je ne me sentais pas comme une vraie femme parce que je me disais, tu n'arrives même pas à faire ce que toutes les autres femmes font. Donc, il y avait vraiment ce poids de avoir l'impression de ne servir à rien, donc d'être inutile, de ne pas être une femme, et cette peur que sa famille soit au courant ou que ma mère, elle soit au courant. Et c'est vrai que c'était un véritable poids, en fait. Et tous les jours, j'avais l'impression de vivre avec le vaginisme dans la maison. Donc, il y avait mon ex-mari et moi, et cette troisième entité-là, qui était le vaginisme, qui était tout le temps présente et qui faisait qu'à chaque fois, quand je me regardais, je me sentais vraiment pas assez, pas à la hauteur, pas une vraie femme. Mais j'avoue que
vraiment, j'avais pas ce poids religieux de tu dois absolument satisfaire ton mari, parce que je savais que ce qui m'arrivait, c'était presque indépendant de ma volonté. Mais moi, j'avais vraiment peur que notre relation s'arrête, qu'il en ait marre, qu'il trouve une autre femme, ou que je l'aurais vraiment vécu comme un échec. Et donc, tout ça, c'est vrai que mis bout à bout, ça restait quand même un véritable poids au quotidien et qui faisait que je n'étais pas bien, en fait. Je pleurais beaucoup, je me remettais beaucoup en question et surtout, j'avais vraiment ce poids-là sur moi. Ouais, j'imagine que mentalement, c'était pas facile. Non, franchement, non. Et puis, comme je vous ai dit, j'en parlais à personne. Donc, après, c'est dans ces moments-là qu'on prend conscience aussi de la force qu'on a en tant que femme, de pouvoir vraiment aussi porter des choses et de se diriger avec Et absorber. absorber toutes ces émotions-là et de voir que, voilà, malgré tout, en plus, à l'époque, j'étais comptable. Donc, j'allais au travail. J'étais en plus dans un cabinet comptable avec les périodes fiscales et tout ce que Ravi connaît bien. Je te comprends. Voilà, donc voilà, du coup, j'avais l'impression qu'à la maison, j'avais ce poids, et puis mais quand j'arrivais au travail, il fallait aussi assumer, faire sa journée, mais j'avais ce truc sur moi, cette obsession pendant les pauses, par exemple, j'allais sur Internet pour chercher des solutions, essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma situation change. Et c'est pour ça que quand j'ai créé tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai créé énormément de contenu, des articles de blog, j'ai écrit ce livre pour justement permettre à ces femmes d'avoir accès directement aux solutions et aux ressources pour pouvoir guérir. Donc oui, c'était assez difficile, mais voilà, aujourd'hui, c'est derrière moi et on peut en guérir. Et c'est ça le message d'espoir à retenir de tout ça, c'est que malgré tout ça, on peut réussir à en guérir, être pleinement femme, avoir confiance en soi, se sentir épanouie dans sa sexualité et être vraiment actrice de sa vie, complètement. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur je suis un peu intriguée parce que franchement, je suis un peu choquée. Est-ce qu'il y a des origines du vaginisme? Tu vois, est-ce que ça vient peut-être, c'est un blocage, oui, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que ça commence tu penses que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est un traumatisme? Ouais, c'est Oui. psychologique. Je sais pas, ou c'est congénital, je Je ne sais comprends. pas, est-ce que ça vient de quelque part? Comment tu le reconnais? Peut-être parce que moi, dans le podcast, je suis la seule qui n'est pas mariée. Donc, des fois, je les entends parler. Ah, moi, j'ai ça, j'ai ça. Et puis, je dis, ouh, vous avez beaucoup de problèmes, vous. Mais ça vient d'où? Parce que j'essaie de me préparer. Ça Alors, vient d'où tout ça? alors, il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Je vais en citer quelques-unes. L'une des premières causes, c'est le manque de connaissance de son corps. En fait, en tant que femme, énormément de femmes ne connaissent pas leur corps de femme. Parce qu'en plus, avec l'éducation qu'on a reçue, moi, personnellement, depuis que j'étais petite, le sexe, c'est tabou, il ne faut pas toucher ses parties intimes. Limite, je me rappelle quand je prenais ma douche, cette zone-là, il fallait faire doucement parce que j'avais l'impression que si j'allais avec mes ongles, j'allais me dévierger moi-même. Voilà, il y avait tellement de choses en fait. En fait, j'ai grandi avec tout ce tabou, toute cette peur. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait, il faut que tu arrives vierge au mariage. J'avais une telle pression que j'avais l'impression que si j'arrivais pas vierge au mariage, genre, j'allais mourir, quoi. Ma mère, elle m'a toujours dit, si t'arrive quelque chose avant le mariage, il va se passer ci, il va se passer ça, ton père va te mettre dehors, attention aux garçons, si tu tombes enceinte, il va se passer ci. Donc, tout ça, ça crée des peurs, mais énormes en nous, et ça a créé aussi derrière ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire on va grandir avec l'idée que le sexe c'est mal, le sexe c'est sale, les filles bien ne font pas ça, donc quand on veut être une fille bien, on va pas vouloir, vous voyez, on va pas vouloir faire l'amour parce qu'en plus ça vient de nos mamans, des personnes en qui on a énormément de confiance et qu'on estime, donc on veut rester dans cette dans cette loyauté familiale aussi, hein, pour pouvoir justement être à l'aise avec ça. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières causes, ça vient de la méconnaissance de son corps de femme. Par exemple, moi, je sais qu'avant, jamais je regardais ma vulve.
c'est un premier exercice que je donne aux femmes, c'est observez-vous. Vous avez le droit, c'est votre corps, d'aller à sa rencontre, de se réapproprier ses parties intimes, de voir comment on est fait, d'explorer, d'être curieuse. Parce que si tu ne te connais pas, en fait, l'inconnu va créer de la peur. Donc déjà, c'est de connaître vraiment son corps. Les causes, c'est toutes ces croyances limitantes, conditionnements, peurs qu'on nous a créés dans l'enfance, de par nos éducations, les gens, nos copines aussi qui nous ont raconté des choses. Donc arrêtez de raconter à vos copines des choses. Oui, s'il vous plaît. Ça fait mal. Ah ouais, s'il vous plaît, parce que en fait, ça va créer chez elles aussi des blocages, parce qu'elles vont dire, oulala, là là, elles ont mal. Donc, inconsciemment, en fait, elles commencent à se formater, à se créer des conditionnements pour elles, plus tard, avoir mal ou être dans le cas de blocage au niveau sexuel. Il y a également ce que tu as partagé, Iman, c'est par rapport aussi au trauma. Donc, il y a des femmes qui ont vécu des abus, des viols, des attouchements dans leur enfance ou même dans leur adolescence et qui ont gardé en elles ces traumatismes qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été pris en charge. Et donc, à chaque fois qu'elles se retrouvent avec un partenaire marié, même dans le cadre du mariage, elles ont encore ces peurs qui reviennent par rapport à cet événement traumatique qu'elles avaient vécu et qui n'a pas été réglé. Donc, c'est tout ça, en fait. Et après, en fonction de chaque femme, enfin, moi, vu que j'accompagne les femmes dans ce domaine, donc j'ai vu tellement de femmes passer entre mes mains, en fonction de chaque femme, il y aura des causes différentes. Pour vous donner, par exemple, une cause à laquelle on ne pense pas au début, moi, j'avais une cliente, elle était super proche de son père, mais vraiment super proche de son père. C'était la fille à papa avec son père. Et ils avaient une belle relation de complicité, vraiment la belle relation papa-fille. Et en fait, quand elle s'est mariée, elle avait inconsciemment intégré que si elle fait l'amour avec son mari, elle va trahir son père. Donc, elle a bloqué sur ça. Et ça, vraiment, moi, quand on a le doigt, quand on a touché à ça, j'ai dit dingue, quoi. En fait, elle, comme elle adore son père, déjà, quand elle s'est mariée, elle a mal vécu parce qu'elle a dû quitter son papa exactement pour aller rejoindre un homme. Donc, déjà, il y avait une séparation qui avait été mal gérée. Et pendant tout son mariage et pendant tout son vaginisme, elle avait vraiment cette conscience-là, cette peur de oui, mais c'était inconscient. C'est ça qui est incroyable, parce que le cerveau, c'est vraiment un outil mais hyper puissant. Elle n'avait même pas conscience de ça. C'est vraiment en travaillant pour essayer de comprendre la cause, pour toucher du doigt ce qui faisait qu'elle en était là, qu'on a connecté à ça. Et dès lors qu'elle l'a conscientisé et qu'on a déprogrammé ça, en fait, elle arrivait à faire l'amour avec son mari. Parce qu'elle ne l'associait pas à... Vous voyez, c'est vrai que ouais, là, c'est poussé. C'est poussé, hein. Et des cas comme ça, je peux vous en citer plein. Et c'est pour ça que je vous dis que les causes, ça dépend vraiment de chaque femme, de son vécu, de son histoire. Mais sinon, principalement, les 3 premières causes que je peux vous citer, c'est le manque de connaissance de leur corps, les croyances limitantes dues à une éducation stricte et peut-être des traumas ou des viols, abus qui ont été vécus dans l'enfance ou plus tard. Et est-ce que tu penses que les règles douloureuses, parce que moi, je fais des règles très douloureuses, ça peut avoir un impact sur, ça peut avoir, je sais pas, les règles douloureuses, est-ce que ça peut créer le vaginisme, je sais pas, est-ce que tu rencontres des cas comme ça? Alors, en fait, il n'y a pas de lien entre, en fait, les règles douloureuses, c'est autre chose parce que, bon, je vais vous expliquer rapidement parce que ce soit le vaginisme, l'endométriose, les mycoses, les problèmes, en fait, tous les problèmes qui touchent la matrice de la femme, donc l'appareil génital féminin, que ce soit au niveau du vagin ou de l'utérus ou des ovaires, il y a toujours, en fait, un lien. Par exemple, une femme, elle va souffrir de vaginisme, mais il y a de fortes chances qu'elle ait des règles douloureuses. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as des règles douloureuses que tu vas avoir du vaginisme. Il n'y a pas un lien de cause à effet. Mais les femmes qui ont du vaginisme peuvent avoir des règles douloureuses. D'ailleurs, mes clientes, une fois qu'elles guérissent du vaginisme, les règles douloureuses disparaissent. Mais c'est parce que c'est lié, en fait. Parce que la douleur, c'est un message d'alerte du corps. Quand tu as mal quelque part, ça veut dire quelque chose de toi, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut comprendre la douleur comme un messager. Il vient te dire quelque chose. Donc, souvent, la douleur, que ce soit la douleur des règles, la douleur pendant les rapports, la douleur des ovaires, la douleur pour, par exemple, l'endométriose, c'est souvent un message du corps qui vient mettre en lumière des choses enfouies qui n'ont pas été réglées,
qui n'ont pas été traitées et qui ont besoin qu'on y mette de la lumière pour travailler dessus. Donc, une fois que ce travail est fait, c'est pour ça que je parle beaucoup du travail sur soi, moi qui m'a libérée, en fait, a changé ma vie complètement, d'aller travailler, par exemple, sur mes émotions refoulées du passé, de travailler sur mes croyances limitantes, sur mes peurs, sur mes conditionnements. Et une fois que tu as fait ce travail, il y a comme une harmonie générale que tu retrouves. Et quand tu es dans cette harmonie, il y a absence de douleur. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, quand il y a des douleurs, OK, j'ai des douleurs pendant les rapports, j'ai des douleurs pendant mes règles, j'ai des douleurs au sein, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce qu'il y a un message qui se cache derrière? Donc, d'essayer de mettre le doigt dessus et de commencer à travailler dessus avec des outils, soit de coaching, en étant accompagné par une thérapeute, par une personne, en tout cas, qui maîtrise ces choses profondes, parce que moi, je suis vraiment fan des profondeurs, en fait, des choses cachées, des grottes, des trucs qu'on cache, qu'il faut remettre à la lumière pour se libérer. Et la douleur, c'est vraiment un signal qu'il y a quelque chose. On n'a pas mal comme ça. Souvent, c'est vraiment aller regarder et il faut mettre de l'attention dessus pour et de trouver. J'aime bien comment tu expliques ça. Ici, si tu viens dire ça en affaires, tu dis que c'est les affaires de blanc. Alors que non, c'est très sérieux, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il faut connaître son corps. Parce que moi, je me rends compte de tellement. Si je n'étais pas curieuse, si je n'allais pas lire sur mon corps, il y a beaucoup de choses que je sais que ça n'allait pas aller. Quoi. Il y a beaucoup. Le corps féminin, je sais pas comment. Il est formidable. Oui. Il y a tellement de choses qu'il faut magnifique. Les hormones, il est magnifique. Oh mon Dieu. Et c'est ça, je me dis. Ce que je dis, c'est que j'ai tellement de. Je prends tellement de merde avec mon corps que je peux pas que je peux pas accepter qu'un homme aussi vienne me mettre sa merde dans ma vie. Mais les gens ne comprennent pas, et ça, c'est très intéressant. Je suis vraiment contente qu'on parle de ce sujet parce qu'il faut que les femmes comprennent que il faut écouter son corps, il faut connaître son corps, il faut que... C'est tellement tabou, surtout pour les jeunes filles. Nous, les jeunes filles, d'aller chez des gynécos et tout, non, alors que c'est important. Ça peut nous éviter tellement de problèmes, C'est tellement important. Et puis, tu vois, tu as dit quelque chose d'intéressant de oui, c'est pour les Blancs. Moi, ça, c'est une phrase que je ne supporte pas d'entendre parce que nous-mêmes, des femmes africaines, des femmes noires, on a des émotions, on a des peurs, on peut avoir des déprimes, on peut être en dépression, on peut avoir un plein d'émotions, on peut se sentir mal, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que ça touche la psychologie, on essaie d'écarter ça. Pour moi, c'est vraiment une erreur, mais fondamentale, de ne pas prendre en compte toutes ces choses-là qui font de nous des êtres humains. C'est pour ça que moi, j'invite vraiment, enfin, de toute façon, toutes les femmes qui travaillent avec moi, elles arrivent, elles n'étaient pas du tout initiées à tout ça, elles savaient rien de tout ça. Et en fait, moi, je leur ouvre vraiment un autre monde de développement personnel, de travail sur elles, de travail sur leur profondeur, pour aussi, en fait, le but de ce travail, c'est aussi de connecter à son vrai potentiel. Parce que toutes ces merdes-là dont tu dis, ça nous limite en fait. Ça nous limite, ça nous crée des blocages dans tout. Parce que le vaginisme, l'impact, c'est pas que dans la sexualité, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Une femme du vaginisme, elle n'a pas confiance en elle. Au boulot, elle se compare, elle va être plus réservée. C'est une femme qui ne va pas oser prendre sa place, qui ne va pas oser dire sa vérité, qui ne va pas oser dire non, poser ses limites, se respecter, respecter son corps. Donc, il y a énormément de conséquences. Et pire, projeter ses frustrations sur d'autres personnes, en fait. Ça, c'est l'extrême, voilà. C'est ça. Et du coup, ça crée des conflits. On n'est pas en harmonie avec son entourage, avec personne, parce que nous-mêmes, on est en conflit avec nous-mêmes. Avec notre corps. Avec notre corps. En fait, le vrai message, c'est ce conflit intérieur qu'il faut aller apaiser, guérir pour être bien. Et après, quand tu n'as plus de conflit avec toi-même, tu n'as plus de conflit avec les autres. Regardez autour de vous, les personnes qui ont des conflits tout le temps avec les gens, c'est qu'au fond, c'est des personnes qui sont en conflit intérieur. Et exactement. Oui. Il y a une douleur qui est là, ils ne savent pas comment faire avec la douleur et puis ils sont en conflit. C'est tellement intéressant ce que tu as dit sur la douleur, parce que la douleur, ça te dit quelque chose. Nous, on nous a appris surtout ici à vivre avec la douleur. Tu dis que tu as mal, on te dit non, c'est normal, supporte, tu es une femme. Tu es une femme. Surtout quand tu n'as pas accouché, on te dit, toi qui vas accoucher, tu te plains d'avoir mal. Non. J'ai mal, c'est réel, la douleur, je la sens, elle est réelle, je ne l'imagine pas. Même la souffrance psychologique, en fait, tu vois, quand tu as mal, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien,
Je Ouais. sais que moi, je suis d'origine sénégalaise et je sais que tout ce que je fais là, il y en a qui vont dire oui, mais non, c'est des trucs de blanc et tout. Sauf Mhm. jusqu'au jour où elles vivent l'expérience et qu'elles vivent la transformation que ça va leur apporter de faire ce Ouais. travail-là. Et à partir de cet instant-là, elles comprennent. Moi, j'ai des clientes de partout dans le monde, des Européennes, aux États-Unis, en Afrique. Mais je sais qu'avec mes clientes africaines, c'est plus challengeant. Parce que je sais qu'il faut Ouais. déjà les éduquer à ça. Mais Mhm. par contre, une fois qu'elles l'ont compris, elles sont adeptes. Ça y est, leur vie a changé. Parce qu'elles ont compris Ouais. la cause de leur douleur, les non-dits, en fait, les choses qu'on ne dit pas. Et donc, elles sont vraiment après dans cette optique de travailler sur elles, d'aller se regarder, pourquoi j'ai ça, pourquoi telle chose, ça me déclenche, pourquoi telle relation, ça me crée ça, d'observer leur corps. Attends, j'ai mal ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous donner juste un exemple, le corps, il est tellement Mhm. intelligent. La semaine dernière, j'avais mal à la gorge. Mais attends, je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas été malade. Et puis là, j'ai mal à la gorge. Bon, ok, on peut dire que comment dire, c'est De la grippe? la grippe, le rhume et tout. Mais au-delà de ça, en fait, j'avais un truc que j'avais envie de dire, mais que je n'arrivais pas à dire. J'avais peur de l'exprimer à la personne, une conversation difficile, mais qui était Mhm. essentielle. Et vous voyez comment mon corps je me suis réveillée avec la gorge nouée en fait. Wow. Mhm. Et il a fallu que je dépose ça, en fait, je le dise à la personne, mais tout mon corps a lâché. Je me sentais Mhm. libérée, j'ai retrouvé ma voix. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors oui, derrière, mais le corps, comment il nous ramène des maladies ou des troubles, des douleurs pour nous dire, hey, va regarder là, il y a un truc là que tu gardes en toi, Mhm. Ouais. qui a besoin d'être sorti, d'être dit et que Ouais. tu ne dis pas. Je ne sais pas si vous connaissez un livre, mais une Bible, une pépite, c'est le dictionnaire des maladies. Ah, Je vous je ne connais pas. Non, moi non plus. Vraiment, cherchez-le, je me rappelle jamais de l'auteur. C'est un dictionnaire avec toutes les maladies, enfin pas toutes les maladies, mais en tout cas beaucoup de maladies et avec leur signification. Par exemple, quand tu as mal au dos, souvent c'est parce que tu portes beaucoup sur toi toute seule. Quand tu as des personnes qui ont tout le temps de dos bloqué, c'est leur maladie. À chaque fois que tu leur parles, ah, j'ai encore le dos bloqué, et ça devient presque chronique. Et quand tu creuses, Mhm. c'est souvent des personnes qui portent trop de choses, en fait. Donc, leur dos, en fait, leur envoie comme message de s'alléger, d'être plus détendu, Ouais. d'être relax, de lâcher prise, de vivre leur vie avec légèreté, etc. Et même chose, tu as mal au genou aussi. Va regarder pourquoi tu as tout le temps mal au genou. Si tu as mal pendant les rapports, si tu as mal pendant les règles, aussi, c'est des symptômes. En fait, tout ça, ce sont des symptômes qui ont des causes très profondes. Et notre job, en fait, c'est d'aller regarder cette cause-là, de travailler dessus pour s'en libérer. Et il y a énormément d'outils qui existent, donc il n'y a pas d'excuse de oui, mais moi, je ne peux pas aller voir un thérapeute. Il y a des livres qui sont super bien faits, il faut être curieux. Il y a du contenu gratuit sur certaines chaînes. Il y a aussi même juste le bon sens, en fait, de se poser les bonnes questions, de sortir des conditionnements dans lesquels on a été et de se remettre en question. Se dire, OK, on m'a toujours dit Mhm. ça, mais est-ce que cette chose, elle est réellement vraie, quoi? Qu'est-ce qui me prouve que ma grand-mère qui me disait ça, c'est réellement vrai? Et d'oser remettre en Mhm. question les choses établies depuis des générations pour trouver ses vraies réponses et aussi tracer sa voie, clairement. Parce qu'à vouloir ressembler à toutes ces générations passées, même s'il y a du bon, il y a du beau, moi j'adore le transgénérationnel, mais dedans il y a aussi beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus, dont il faut se libérer pour avancer en fait. Ouais. Et Super. moi, j'aurais une question qui nous ramène un peu peut-être en arrière. Comment tu as repris confiance en toi? Parce que moi, je suis intriguée, je veux savoir. Parce que la perte de confiance, c'est très compliqué et c'est pas facile de reprendre confiance en soi. Et je suis Hum. vraiment très curieuse de savoir comment tu as fait ce cheminement de reprise de confiance en soi. Alors, c'est super que tu aies parlé de cheminement parce que c'est un véritable cheminement. En Mhm. fait, je pense sincèrement qu'on ne se réveille pas comme ça un jour et qu'on dit qu'on a confiance en soi. Donc, moi, avant, pour vous dire, il y a 10 ans, si vous m'aviez connue, mais vraiment, les filles, vous auraient dit, mais c'est pas possible que cette femme-là, elle est aujourd'hui en 2023. Juste en 2013, hein, parce qu'en plus, j'ai des copines du lycée qui me connaissent avant et après.
et qui me disent, mais c'est incroyable, on a l'impression que ce n'est pas toi avec qui on était en terminale ou en seconde. Comment Parce que j'étais, non seulement je n'avais pas confiance en moi, mais j'étais très timide. J'étais vraiment plein de colère même, en fait. Vraiment, j'étais quelqu'un plein de colère. Je me disputais avec tout le monde. Euh, J'étais mal dans ma peau. En vrai, j'étais mal dans ma peau. Donc, voilà, qui dit mal dans sa peau, qui dit colère, manque de confiance et tout ce qui va avec, difficulté même à parler devant des gens, alors qu'aujourd'hui, je suis conférencière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'avant, si Ouais. je devais faire un exposé en classe, je pleurais. Tellement j'avais peur, en fait, de parler, de donner mon opinion. Donc, voilà. En fait, c'est tout un cheminement. Donc, moi, je pense que mon vaginisme m'a beaucoup aidée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, OK, c'était une épreuve difficile, mais ça reste aussi mon plus beau cadeau. Parce que c'est grâce à ce vaginisme que j'ai été à la rencontre, en fait, de moi-même, pour essayer de comprendre, mais pourquoi j'en étais arrivée là. Et ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles, mais incroyable, pour aller comprendre qui j'étais. Donc, la première chose pour moi, pour avoir confiance en soi, c'est de se connaître, en fait. C'est vraiment d'apprendre sincèrement à vous connaître. Et quand je dis vous connaître vous-même, pas l'image que vos parents ont de vous, ou votre copine, ou votre mari, ou je ne sais pas qui, votre patron. C'est vous qui vous êtes vraiment, en fait. Qui vous êtes. Et donc, ce travail, ça m'a pris, moi, beaucoup de temps de me connaître. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est un travail qui ne se termine pas. Chaque jour, tu te redécouvres. Mais qui t'es? Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi tes dons? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu es venu apporter? Et c'est vraiment ce travail de découverte de moi-même, de revenir à moi et vraiment de me déconstruire des images que les autres projetaient sur moi. Parce que, bon, vous vous doutez bien, je suis une femme sénégalaise. Enfin, il y a beaucoup de la femme sénégalaise, elle doit être ci, elle doit être ça, elle doit être ci, elle doit être ça. Moi, tout ça, ça ne m'intéressait plus. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Moi, tout ce que je veux, c'est qui je suis moi, vraiment. Indépendamment de ce que ma mère voudrait que je sois, ou mon père, ou mon mari, moi, qui je suis. Et en fait, quand j'ai découvert ma magie, Exactement. mon diamant intérieur, et que j'ai vu à quel point c'était incroyable, la belle personne que j'étais, je pense que mon début de confiance en moi a commencé parce que je me suis reconnue qui j'étais avec toutes mes facettes, J'adore. avec J'adore. mais vraiment, avec tout mon diamant, avec toutes mes facettes, avec tous mes points lumineux, mais aussi mes ombres, hein, parce que j'ai des ombres, j'ai des trucs moins bien, mais j'ai accepté tout ça. Et j'ai dit, OK, en fait, je suis vraiment à l'image de mon créateur. Je suis croyante, je suis Dieu. Dieu, il est magnifique, c'est le rayonnement d'amour. Donc, il m'a créé à son image. Mais en fait, je suis une femme d'exception, Ouais. parce que lui-même, c'est la perfection. Donc, et vraiment, Oh, à partir j'adore. oui, à partir de cet instant-là, plus jamais j'ai commencé à douter de moi. Après, je vous assure, c'est tellement bon quand on reconnecte à ça, mais c'est tout un processus. En fait, chaque jour, voilà, tu l'incarnes, tu le poses, et puis surtout l'audace aussi d'y aller, d'oser faire des choses, de sortir du regard des gens. Les gens, on s'en fout, ils ont leur vie à vivre. Toi, trace ton chemin. Ouais. Les gens vont toujours parler. Maintenant, quand tu arrives à te connaître suffisamment, à avoir confiance en la pépite que tu es, et tu commences à poser des actions en te foutant, entre guillemets, du regard des gens, mais parce que tu es connecté à quelque chose de tellement plus grand qui te guide, qui est Dieu, en fait, tout simplement. Il faut tout Preach. rappeler qu'on est juste on est à son image. Dieu, il nous a créés avec un potentiel illimité, mais vraiment, c'est juste qu'on l'oublie. On oublie qui on est. C'est ça le délire, en fait. C'est qu'on se lève Je note. voilà, on oublie qui on est. Donc, on est la perfection. On est Dieu il nous a créés à son image et c'est la chose la plus parfaite qu'il ait créée dans l'univers. Donc, pourquoi douter de nous? Alors, avec les histoires qu'on a eues, notre passé, nos épreuves, voilà, tout ce qu'on a vécu, des fois, c'est normal de perdre confiance en soi. Des fois, c'est normal de douter, de pleurer, de penser qu'on ne va pas y arriver, que voilà, c'était un coup de chance si on a réussi telle chose. Mais vraiment, la première étape, moi, je dirais, les filles, vraiment, apprenez à vous connaître sincèrement. Et ça aussi, pareil, il y a des outils en coaching de découverte de soi, de savoir qui on est,
qu'est-ce qu'on est venu faire en fait sur cette terre-là. C'est là où moi j'ai découvert ma mission avec ce vaginisme et tous les accompagnements que je fais. Et en plus, tu as des clientes qui te font des retours, qui te disent waouh, mam, ma vie a changé depuis que j'ai connecté avec toi, tu m'as appris ça, j'ai connecté avec ça. En fait, bah oui, tu as confiance en toi, tu te dis en fait, ma vie, elle ne sert pas à rien en fait. Et je ne suis pas que là pour mon fils ou que pour mon mari. J'ai une véritable mission que Dieu a mis en moi et que Ma propre identité. voilà, j'incarne sur Terre. Donc, notre identité et notre essence, en fait, qui on est. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. Donc, une fois qu'on a réglé ça, OK, on se connaît. Ah ouais, génial. Ah, mais je suis pas n'importe qui. Mais c'est pas de l'ego, en fait. C'est pas en mode, je suis la femme la plus extraordinaire, même si c'est vrai. C'est OK, j'ai de la valeur. Je sais apporter ça. J'ai un potentiel. Bah, OK, maintenant, je vais le mettre en œuvre. Et de voir après les retours, ça va vraiment te connecter à ta confiance. Mais voilà, pour répondre à ta question brièvement, moi, c'était le travail de me redécouvrir profondément qui m'a aidé à retrouver confiance en moi. Super, Génial. c'est super inspirant. Vraiment génial. Moi, j'ai rien dit là parce que je peux rien rajouter de plus. Génial. C'est ça, je suis inspirée, moi, je suis là. Preach, l'amour de soi, c'est tellement important. C'est tellement important, on sous-estime tellement le fait de se Ouais. connaître, de s'épanouir par soi-même aussi. Oui, ouais. Surtout pour nous les femmes. Surtout pour nous les femmes. Ouais. Mais, on nous apprend on a décidé d'avoir confiance en nous. C'est ça, on vous a décidé. décidez, Oui. vous y On allez. nous a appris à vivre pour les autres. Oui, on va vivre d'abord pour nous et puis après les autres, on va les ajouter. Bah, en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Hein. Moi, je vis avec mes propres codes, que ça rentre dans le truc ou le moule de la société. Moi, ça ne m'intéresse tellement pas parce que je sais que c'est pas où je vais trouver mon bonheur, en fait. J'ai vraiment décidé de vivre avec mes couleurs, de vivre comme je l'entends, tout simplement. Oui, sans problème. Avant quand même de terminer l'épisode, j'aimerais bien qu'on aborde la partie coaching thérapie, parce que là, on a bien compris que tu avais quand même un certain rôle de psychologue avec tes clientes. Mais pour la partie physique, donc moi, j'ai quand même fait pas mal de recherches sur le vaginisme. Et je sais qu'il y a des outils qui sont utilisés comme les dilatateurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Voilà. Okay, en gros, comment guérir du vaginisme, en fait? Ok. Alors, pour guérir du vaginisme, il est essentiel de travailler les deux aspects, donc l'aspect physique et l'aspect psychologique. Donc, on a beaucoup parlé de l'aspect psychologique et c'est moi une partie que j'adore parce que c'est vraiment intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière ces douleurs, ce problème, ce blocage. Maintenant, l'aspect physique, il est autant important parce que si tu travailles que l'aspect psychologique et tu ne travailles pas l'aspect physique, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et vice-versa, si tu travailles que l'aspect physique et tu ne vas pas regarder ce qui se cache derrière, il y a de fortes chances aussi que tu n'y arrives pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment de travailler les deux aspects et en même temps, de façon simultanée. Donc, sur l'aspect physique, il y a plusieurs exercices qui existent, donc notamment, comme tu l'as partagé, Rabi, il y a les dilatateurs vaginaux. Donc, les dilatateurs, c'est un dispositif médical. Ce ne sont pas des sextoys. Ils ne sont pas censés à donner du plaisir. C'est vraiment un dispositif médical comme un thermomètre, un spéculum. C'est vraiment médical. Ils ont été conçus pour aider la femme qui souffre de vaginisme à travailler en fait la contraction du périnée. Donc, ce sont un peu comme des tubes de différents diamètres et l'objectif, c'est d'arriver à les insérer et d'arriver à la dernière taille parce que quand on arrive à la dernière taille, déjà dans la tête de la femme qui souffre de vaginisme, elle se dit, OK, donc il y a quelque chose qui peut rentrer en moi, donc j'ai vraiment un trou parce qu'au début, elle pense que c'est fermé, qu'il n'y a rien qui peut rentrer, il y a un mur. Et en fait, les dilatateurs, c'est vraiment aussi pour dissocier la peur de la douleur de la pénétration, c'est-à-dire entre le fait qu'on peut insérer un dilatateur sans avoir mal. Donc, il y a une dissociation entre douleur et pénétration.
Et c'est un exercice aussi qui est super encourageant parce que les femmes, quand elles le font et qu'elles passent d'une taille à une autre, elles se disent « Oh, trop bien, j'avance ». Et ça permet aussi de vraiment mesurer l'avancée au quotidien. Donc ça, c'est un outil que je recommande à 1000 pour 1000. Alors, il n'est pas obligatoire parce qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas l'utiliser pour des raisons diverses et variées, mais pour moi, c'est vraiment un allié pour la guérison. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un protocole, des routines pour les utiliser, pour que ça se passe bien, se relaxer avant, prendre le temps, ne pas juste les prendre sortis de leur boîte et commencer à se les insérer. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en place pour que l'utilisation, l'insertion se passe au mieux. Deuxième exercice au niveau physique, c'est le massage du périnée. Donc déjà, il faut identifier son périnée. Et beaucoup de femmes ne savent pas où est le périnée. Surtout avant d'accoucher, elles ne savent pas quel est le rôle du périnée, pourquoi c'est là. C'est vraiment après l'accouchement que beaucoup de femmes découvrent le périnée. Et en fait, le périnée, quand on a du vaginisme, il est essentiel parce que ce sont les muscles du périnée qui sont responsables de la contraction involontaires. Donc, il faut les travailler. Donc, moi, l'outil que j'utilise beaucoup avec les femmes que j'accompagne, c'est de se masser matin et soir. Donc, d'aller masser cette zone qui est comprise entre l'entrée du vagin et l'anus, de masser ça de façon circulaire avec les doigts pour détendre cette zone-là. Parce que quand on souffre de vaginisme, cette zone, elle est très, très dure, un peu comme un rocher. C'est vraiment dur parce que les muscles sont vraiment contractés au maximum à ce niveau-là. Donc, en les massant, on va les détendre petit à petit. Et si on met cette routine matin, soir, tous les jours pendant plusieurs semaines, on voit vraiment la différence tout de suite. On peut aussi se masser le bas du corps pour vraiment détendre cette zone-là. Donc, ça, c'est essentiel. Il y a également l'exercice de Kegel qui consiste en fait à travailler, à contracter et à relâcher son périnée et en avoir conscience. Parce que quand on souffre de vaginisme, la contraction, elle est presque réflexe. Donc, on est tout le temps contracté, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on, pendant des années, on a tellement contracté longtemps cette zone-là que ça va rester comme ça. Donc, l'idée, c'est commencer à mettre de la conscience dans son périnée et à commencer à savoir quand est-ce qu'on le contracte et quand est-ce qu'on le relâche et de jouer avec ça. Dire, tiens, là, je suis en train de contracter mon périnée. OK, là, je le relâche. Là, je le recontacte. Là, je le relâche. Et quand ça, on en a conscience, on peut désactiver ce mécanisme de contraction prolongée. Parce que moi, par exemple, dans mon vaginisme, quand j'ai guéri, c'est après que je l'ai compris, c'est que de toute ma vie, avant d'être guérie, j'étais tout le temps en mode contracté, en fait. Mon périnée, mais pas que, hein, tout mon corps. Mes sourcils, mes mâchoires, en fait, j'étais tendue. J'avais des tensions dans tout mon corps. Mais ça, bon, je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast, mais c'est des mécanismes de défense du corps. Quand on a peur, hop, on se contracte pour se protéger. Et d'ailleurs, comprendre pourquoi est-ce qu'on se contracte, de quoi on a peur, qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher. Donc ça, vraiment, les 3 exercices physiques, déjà avec ça, les dilatateurs, le massage du périnée et l'exercice de Kegel, contraction, décontraction du périnée de façon consciente, on peut déjà bien avancer. Et après, derrière, vous pouvez mettre en place aussi des routines de visualisation positive pour s'imaginer son vagin s'ouvrir, se refermer en douceur et sans douleur. Donc, il y a énormément de choses aussi qu'on peut faire en termes de reprogrammation du cerveau, en fait, avec tes outils de PNL, où là, tu reprogrammes ta vision que tu as de la pénétration. Donc, chaque jour, peut-être se visualiser pendant 5 minutes, de t'imaginer faire l'amour avec ton chéri et que tout se passe bien, qu'il y ait du plaisir, qu'il n'y a pas de douleur. Donc, tout ça mis bout à bout, avec tout le travail de fond, donc d'aller trouver l'origine du vaginisme, là où les causes, parce que des fois, il y a plusieurs causes, et de vraiment commencer à revenir à soi, dire, OK, mon vaginisme pourrait venir de telle chose, OK, je vais aller le travailler. Et tu vois, moi, dans mon programme, c'est vraiment tout ça que je combine, que je mets à disposition de ces femmes, avec un cadre bienveillant. Et comme tu disais, Rabi, notre force, c'est que comme nous, dans l'équipe, on en a souffert, on leur laisse aussi de l'espace pour parler. Donc, c'est vraiment une libération de la parole. Il n'y a pas de jugement. On est vraiment des sœurs. Il y a une vraie communauté qui s'est créée de sœurs où on s'écoute, on s'entraide. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de questions honteuses et les filles, elles sont vraiment à l'aise et elles se sentent aussi dans l'amour. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu penses que la maternité, ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien entre le vaginisme et la maternité? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'en devenant mère, elles peuvent guérir du vaginisme. Ce n'est pas systématique. Moi, j'ai eu des clientes qui avaient du vaginisme,
qui sont tombées enceintes et qui pensaient qu'en accouchant, elles allaient guérir. Et c'est vrai on peut le penser, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Et même au contraire, des fois, ça crée beaucoup de traumatisme parce que le vaginisme la grossesse a été vécue avec du vaginisme, donc toutes les peurs aussi qui se lèvent quand il y a des consultations gynécologiques et même pour l'accouchement. Mais l'accouchement ne guérit pas le vaginisme. Alors pour certaines femmes, ça s'est passé comme ça, et tant mieux pour elles. Mais en général, il y en a plein qui ne guérissent pas après l'accouchement. Mais voilà, il y a cet espoir que beaucoup de femmes ont. Et moi-même, à l'époque, je me disais ça. Je me disais, de toute façon, c'est pas grave, tombe enceinte. Et une fois que tu as accouché, tu es guérie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas du vaginisme, ce n'est pas la sortie qui pose problème, c'est ce qui va rentrer. Donc, sortir un bébé, on peut avoir peur de l'accouchement, mais ce n'est pas problématique pour une femme qui a du vaginisme. Par contre, insérer un coton-tige, oui, ça peut être un véritable problème pour elle. Hey. Le Eddie Timan, c'est complexe et en même temps, je trouve que ça peut paraître simple dans le sens où quand on est dedans, on ne se retrouve pas. Mais quand on t'écoute avec tout ce que tu déroules comme cheminement, voilà, on peut s'en sortir. Bien sûr qu'on peut s'en sortir. En fait, il faut vraiment se rendre compte On peut s'en sortir, ouais. Oui, on peut s'en... c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est pas pour... Effectivement, il y a un chemin qui peut être pas évident pour chaque personne, mais le message qu'il faut retenir de tout ça, c'est que de un, on peut en guérir et que c'est vraiment quelque chose qui se guérit très bien. C'est d'ailleurs l'un des troubles sexuels qui se guérissent le mieux. Et en plus de ça, on peut profiter de sa guérison pour régler plein d'autres problèmes aussi qu'on avait. Donc, dont le vaginisme était révélateur. Donc, oui, on en guérit. Oui, on peut retrouver une vie sexuelle épanouie. Oui, on peut devenir maman. Oui, on peut retrouver un couple harmonieux. Oui, on peut avoir du plaisir pendant les rapports. C'est pas incurable et c'est pas une fatalité. Le vaginisme, évidemment, il se guérit vraiment, vraiment bien. Maintenant, il y a des fausses solutions et des vraies solutions. Il y a des solutions en surface et des solutions en profondeur. Après, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qu'on a envie de réellement faire. Est-ce qu'on veut vraiment traiter la racine du mal à la racine ou on veut juste utiliser des crèmes anesthésiantes ou je sais pas, du lubrifiant, alors que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est vraiment d'aller voir en profondeur ce qui se cache derrière ce mal pour le régler et pouvoir s'en libérer. Mais bien sûr qu'on en guérit. Et si je suis là, c'est aussi pour montrer qu'on peut réussir à guérir du vaginisme et même devenir une femme, retrouver sa puissance, retrouver sa confiance, oser être dans l'audace et inspirer aussi d'autres personnes. Donc, c'est tout à fait possible de guérir et surtout, il ne faut pas rester seul. Je donnerai les liens de mon groupe Facebook et de différentes ressources aussi gratuites que vous pouvez retrouver. Comme ça, si vous en souffrez, allez directement. Super. Voilà, il y a le livre aussi, je vous mettrai les différents liens, vous pourriez les mettre en bas du podcast pour les personnes qui peuvent être concernées. Mais restez pas seul, rejoignez des groupes d'échange. Génial. Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. Rejoindre un groupe d'échange, ne pas culpabiliser, ne pas se sentir mal, ne pas penser que c'est de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal. Vous souffrez d'un vaginisme et aujourd'hui, vous savez que ça tout simplement. Voilà, donc vraiment, voilà, tout va bien, on se calme et on passe à l'action, on fait ce qu'il faut pour en guérir. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Tout va bien et tout est parfait. Tout va bien, merci, super. Je t'entendais dire que c'est l'un des troubles sexuels. Donc, je me dis en fait qu'il y en a plusieurs. Moi, c'est tout. Je suis bloquée sur le fait qu'il y en a plusieurs. Oui. En fait, j'aurais voulu qu'on aborde d'autres troubles sexuels, mais je pense que le temps, il va être limite. Il faudrait qu'on fasse un deuxième épisode parce que du coup, moi, des peu d'autres troubles que je sais qu'il y a la dyspareunie. Moi, j'ai souffert de dyspareunie. Il y a la vestibulite, la vulvinite, en fait, plein de... Oui, il y en a plein de troubles. Il y en a plein, on pourra en reparler. Alors, moi, je ne suis pas experte des autres troubles, mais je les connais parce que j'ai des clientes qui en souffrent. Mais en fait, tout est lié, vraiment. Quand on regarde bien, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent au niveau de la cause.
Et c'est pour ça que moi, j'ai des clientes, par exemple, qui viennent pour le vaginisme et qui ont des dyspareunies, qui ont des vulvodynies. Et en fait, quand on travaille sur le vaginisme avec tout le protocole, le processus que je leur fais faire, elles reviennent en me disant, mais c'est bizarre, j'ai plus mal ici, j'ai plus telle douleur, mes règles douloureuses ont disparu, j'ai plus de symptômes de mon endométriose. Et moi, je me dis, mais tout est lié, en fait. Donc, ton corps, c'est Tout est lié, toutes ouais. ces choses-là, c'était juste des signaux. Donc, maintenant que tu as pris ta responsabilité d'aller à la source du problème et de te libérer de tout ce qui t'empêche d'être tout simplement pleinement toi et guéri, ben, en fait, tous les autres dysfonctionnements ou inconforts au niveau de ton corps vont disparaître. Et c'est magique, hein, Ouais. vraiment. Ouais. Et moi, j'aurais juste une dernière question avant de conclure le podcast. Est-ce que tu travailles avec des professionnels de santé? Parce que Oui, tu l'as abordé au début, que les gynécologues, les professionnels de santé, de manière générale, sont très peu formés oui. à ces problématiques, souvent ne comprennent pas ou aux limites se moquent même de toi Mm, et mm. t'enfoncent plus que ne t'aident. Est-ce que toi, tu travailles avec des professionnels de santé Oui. maintenant? Alors, par rapport aux professionnels de santé, bon, comme partout, il y a des super et il y a des moins super. Il y en a qui sont vraiment super. Moi, je sais qu'à l'époque, je voyais une sage-femme au CHR à Lille, elle était vraiment incroyable. C'est une femme, un ange, clairement. Donc, des personnes comme ça, il y en a, malheureusement pas assez à mon sens. Après, à côté, il y en a aussi qui comprennent vraiment pas, qui sont un peu à la ramasse, qui connaissent pas le vaginisme du tout. Parce que comme c'est tabou, donc il n'y a pas beaucoup de consultations, parce que comme les femmes, souvent, elles restent, elles vont pas consulter ou elles restent comme ça, pensant que c'est normal d'avoir mal, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui savent même pas que c'est du vaginisme. Et ça me fait vraiment mal au cœur pour toutes ces femmes qui pensent que c'est comme ça. Et donc, pour les professionnels de santé, moi, aujourd'hui, j'ai un réseau de femmes avec qui je travaille. Donc, dedans, il y a des sexologues, des gynécos, des kinés, principalement sages-femmes aussi, que j'ai initié à ma méthode et qui ont aussi des méthodes similaires avec mon approche. Et surtout, ce sont des personnes que je connais, donc que je recommande les yeux fermés parce que j'ai confiance en elles et je sais qu'elles sont vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'humain. Parce qu'en fait, la chose la plus importante dans la prise en charge du vaginisme, c'est vraiment que le professionnel soit dans l'humain, soit patient, soit à l'écoute et soit dans le non-jugement. Parce que les femmes, elles en ont besoin, en fait. C'est de ça dont elles ont vraiment besoin. C'est qu'on les comprenne, qu'on leur tend la main et qu'on soit vraiment patiente et douce avec elles parce que c'est un problème que quand on l'a et qu'on n'a pas en face quelqu'un qui est comme ça peut très vite même s'aggraver. Et donc, ces professionnels que j'ai dans mon réseau, que je recommande en cas de besoin, sachant que mon programme, aujourd'hui, il se suffit à lui-même. Donc, les femmes qu'on accompagne, souvent, des fois, elles n'ont même plus besoin d'aller voir d'autres professionnels de santé. Mais si, dans le cadre de l'accompagnement, le besoin se présente, je les oriente vers ces personnes-là qui sont extraordinaires et qui ont les mêmes valeurs que moi et qui seront être à l'écoute et aider ces femmes-là. Alors, j'ai un projet qui est dans ma liste des projets depuis un moment. Ce serait clairement de créer une formation spéciale pour les pros de santé parce que j'ai une formation pour les coachs qui travaillent avec moi et j'ai déjà donné des mini-conférences pour des médecins, des gynécologues pour justement leur apprendre l'approche. Mais moi, dans mon objectif, j'ai vraiment envie de créer même une formation complète spécialement pour des médecins. Bon, ça va arriver, je ne sais pas encore quand parce que c'est un gros projet et j'ai vraiment envie de le faire très bien. Mais moi, ça me ferait tellement plaisir que tous les médecins, gynécos, sages-femmes, sexologues ou autres soient vraiment initiés à l'approche de ma méthode. Et hier, j'ai une copine qui était allée voir sa sage-femme et qui a retrouvé mon livre dans son cabinet. Ça m'a fait vraiment plaisir. Elle me dit, regarde, tu es dans le cabinet de ma sage-femme, donc elle l'avait dans sa bibliothèque. Et je me dis, mais c'est génial en fait, c'est excellent. Mais j'étais tellement contente. Franchement, cette photo, elle m'a fait mon après-midi. J'ai dit, mais extraordinaire. Et je me dis, bah, super. Bah, si elle l'a lu, en plus, elle adore. Elle lui a dit, c'est super ce que ta copine, elle fait. J'adore son travail. Je me dis, bon, elle va pouvoir s'en inspirer quand elle aura des clientes qui vont venir la voir. Donc, ouais, ça me fait plaisir. Et j'aimerais que ce soit dans tous les cabinets médicaux ou autres pour vraiment s'imprégner de la méthode et mieux comprendre ces femmes-là, tout simplement. Super. Bon, je pense que qu'on va conclure. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Et Oui, que, je voulais juste lire le témoignage, mais on peut conclure.
Parce qu'on avait Oui, tu peux lire le témoignage. Voilà, on termine sur le thème. Parce qu'on avait mis un lien anonyme pour demander s'il y avait des personnes qui souffraient de vaginisme. Donc, il y en a une qui avait répondu, qui disait qu'elle ne savait pas ce que c'était. Mais elle a quand même donné un témoignage. Moi, elle m'a un peu glacée, mais bon. Donc, elle dit, moi, on m'a appris que le sexe était diabolique pour une fille non mariée. De ce fait, je ne connaissais rien à mon corps. Je ne me suis jamais intéressée à quelconque plaisir ni à connaître le fonctionnement d'une relation sexuelle. Je me contentais de fermer mes jambes et attendre ma nuit de noces pour rendre mes parents fiers. Malheureusement, j'ai été énormément déçue. On ne m'a pas expliqué que j'aurais autant mal. Mon mari a essayé de 23h à 4h du matin pour me défouler. Ouais, Allah. J'avais mal. Elle dit, j'avais mal, atrocement mal. Elle dit, j'ai mal entendu parler. J'ai pas mal entendu mes amis parler. Mes amis mariés se vantaient de leur sexualité. La mienne était en chute libre. J'ai forcé mon mari, mais ça ne va pas. Voilà un peu mon vécu. Pour le moment, je suis en traitement. Je suis à l'étape des dilatateurs vaginaux, mais un grand travail psychologique m'attend. Oh, la pauvre. Bah, c'est tout ce qu'on a dit, hein. Donc ça résume tout ce qu'on a partagé, les causes. Donc elle est clairement dans l'éducation stricte, pardon, même c'est triste aussi, j'allais dire, éducation triste, mais stricte qu'elle a reçue. Mais elle est en tout cas, elle est sur le bon chemin parce qu'elle parle de dilatateur et en plus, elle a conscience qu'il y a un travail psychologique qui l'attend. Donc clairement, ce genre de femme-là, je pense que si elle découvre mon travail, elles peuvent avancer très rapidement parce qu'elle a déjà cette conscience de ce qui y est possible pour elle. Donc, moi, j'ai envie de l'encourager et je suis très touchée par ce qu'elle partage. C'est le quotidien de beaucoup de femmes, qu'elles le disent ou non, hein. Elle a témoigné, mais il y en a beaucoup qui pourraient faire ce témoignage-là et qui ont attendu le mariage, la bonne personne. Et puis moi, ce qui m'alerte, c'est quand elle dit au début qu'il y a le sexe qui est diabolique. Et ça, on l'a tous un peu ressenti. Enfin, moi, personnellement, dans mon éducation, pour moi, le sexe est le mal. Donc, il ne fallait pas s'approcher de ça. Il faut attendre. Et donc, avec cette croyance limitante, tu vois, clairement, elle, la croyance limitante qu'elle a, c'est le sexe, c'est diabolique. Donc ça, il faut aller travailler dessus pour déconstruire ça et remplacer ça par exemple, le sexe, c'est bon pour moi ou le sexe me procure du plaisir, ou le plaisir, c'est bon pour moi. Et vraiment faire ce travail-là, moi, en tout cas, j'adore aider les femmes à aller identifier les croyances limitantes qu'elles ont pour arriver à les déconstruire et les remplacer par des croyances plus porteuses. Parce que, en fait, si tu crois en quelque chose, ça va s'amplifier. Et non penser, en fait, créer notre réalité. Donc, tant que tu penses que c'est diabolique, bah, en fait, évidemment, tu auras une sexualité qui ne va pas être fun, qui ne va pas être épanouie parce que tu penses que le sexe, c'est pas bien, c'est diabolique. Donc, clairement, tu vois, ça peut être une première piste de travail, d'aller travailler sur ça. Qui lui a dit ça? Est-ce qu'elle a des preuves que c'est vrai? Et comment est-ce qu'elle peut remplacer cette phrase-là par une autre phrase et en faire sa réalité, sa vérité? Et rien que ça changera beaucoup de choses déjà dans ses perceptions de la sexualité et du plaisir sexuel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Mam. Avec grand plaisir, c'est un plaisir de parler de tout ça et de pouvoir aider. Hein. Ouais, c'est un plaisir pour nous aussi. Donc, on se dit, on va faire une partie 2 parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à dire, rien que tout ce qu'on a dit, on a juste effleuré le sujet, mais vraiment, il y a énormément de choses à partager. C'est tellement riche ce sujet, il y a tellement de choses à dire. Donc oui, moi, avec grand plaisir de revenir faire une partie 2 parce que c'est une thématique, d'ailleurs, que j'arrive jamais à aborder en un seul épisode. Je pense que tous les podcasts que j'ai fait, j'ai dû faire un deuxième aussi. Donc voilà, mais je suis contente de venir et de mettre de la lumière sur ça et surtout d'éveiller les consciences aussi parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous les femmes sur toutes ces croyances en fait dont on devrait se libérer pour mieux vivre notre vie de femme de façon plus légère et plus épanouie. Ouais. Donc, merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'à là l'épisode et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup les filles. Ciao, ciao. Merci. Ciao.